Très bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir eh bien, aujourd'hui. Alors peut-être à l'aube d'annonces qui vont nous impacter voilà, encore un peu plus ou à nouveau pour ceux qui sont sur certaines des régions concernées, en particulier l'Île-de-France. Mais je sais que vous n'êtes pas que de l'Île-de-France. Et donc n'hésitez pas sur le chat à nous dire d'où vous êtes connectés. C'est toujours sympa de savoir. Moi, je suis dans le sud de Paris. Et je suis avec Julie qui est dans Paris peut-être. Oui, bonjour à tous. Oui, moi je suis vers Montparnasse, dans le 14e. Voilà. Ah oui, bah c'est précis. Tu vas Donc je nous me donner prépare à l'adresse. cuisiner dans mon appartement. Voilà, donc effectivement, depuis pas mal de temps, voilà, pour ceux qui ont l'habitude, qui sont un peu un peu des fidèles, bah, voilà, vous savez, on a accéléré effectivement avec le confinement début mars de l'année dernière sur le nombre de webinars. Hein, ça nous a permis de garder le contact avec beaucoup de nos clients, de personnes, voilà, de gens qui gravitent autour de notre communauté. Et donc, je suis très content aujourd'hui d'accueillir dans ce webinaire de Communauté Zest et Julie qui va bien sûr se présenter. On va un petit peu après qui va présenter son entreprise, son activité. Si vous la connaissez pas, vous allez la découvrir. Et je vous invite vraiment à chercher à en savoir davantage. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a certains qui sont là pour la première fois. Je suis David Guillochot, directeur général de Zest, que je vais présenter, et j'ai le plaisir d'être un petit peu le monsieur loyal de ces webinars que l'on a le plaisir de faire. Et vous verrez qu'il y en a qui ont été enregistrés, si vous voulez les revoir. De toute façon, celui-ci le sera, et peut-être que vous le regardez en mode enregistré justement. Le sujet d'aujourd'hui, on va revenir bien sûr dessus, c'est le onboarding ou la mobilité interne. Est-ce que ce sont vraiment des étapes clés de cette chaîne qui crée l'expérience collaborateur? Et on va voir avec Julie, qui a particulièrement travaillé depuis pas mal de temps et de manière approfondie sur ce sujet. Eh bien, on va avoir des éclairages très intéressants. On va commencer rapidement. Donc, vous savez qu'il y a un chat. Je vois qu'il y a déjà des Nantais, des Lyonnais, voilà, des Parisiens aussi qui sont connectés. Bienvenue à vous, et surtout n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes connectés. C'est plutôt sympa. Ça nous fait voyager gratos. Et puis voilà, et puis c'est peut-être ce qu'on va devoir faire encore quelques temps. Donc je vais vous présenter rapidement Zest. On va essayer de finir ce webinaire comme prévu à 12h15. Voilà, donc c'est l'un de nos paris avec Julie pour ce webinaire. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux et qui connaissent pas Zest, donc Zest est une start-up qui s'est créée en 2015, qui a comme métier de vous mettre à disposition la meilleure plateforme SaaS, mobile, digitale, qui va vous aider à créer des conditions, à accélérer les conditions de succès et d'épanouissement dans votre organisation. Voilà, c'est notre mission, notre ambition. On est 30 à être passionnés par cette ambition. On a le plaisir d'avoir une communauté de clients qui grandit, et on espère, si vous n'y êtes pas encore, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus, de tout secteur, de toute taille, internationale, pas internationale, et c'est vraiment des choses qui nous font vivre, lever, comme on dit, tous les matins avec les estis. Donc, n'hésitez pas à en savoir davantage si c'est la première fois que vous participez à un webinaire Zest. Mais aujourd'hui, donc, comme je le disais, j'ai le plaisir d'accueillir, alors pour pas mal de raisons, d'accueillir Julie et Kixi. Alors pourquoi pas mal de raisons? Parce que Kixi, en fait, a été créé il y a pas si longtemps que ça. C'est une start-up du conseil. Avec des personnes qu'on avait croisées dans des passés, voilà, des professionnels antérieurs, chez Zest, on trouve que voilà, c'est une super collection de personnalités, et tu vas nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et que fait Kixi. Yes, merci David. Oui, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui et avec vous tous. Effectivement, on est tout jeune puisque j'ai cofondé le cabinet il y a 2 ans tout juste, puisque c'était en février 2019, avec 3 autres associés, dans une volonté d'accompagner les transformations de l'entreprise un petit peu différemment. Effectivement, on partait du constat que quand on faisait nos projets dans nos cabinets de conseil antérieurs, on se rendait compte que les
projets de transfo finalement manquaient de sens pour les collaborateurs, les managers. Le sens même de la transformation n'était pas forcément très clair pour eux. Du coup, ça générait un désengagement des collaborateurs au sein de l'entreprise, alors que pourtant en face, les équipes projets, les équipes RH, voire certains managers mettaient beaucoup d'énergie pour accompagner ces transformations. Donc, on trouvait que c'était un petit peu dommage ce constat, et on s'est dit que la clé, c'était de remettre le collaborateur et ses préoccupations au centre des réflexions. Donc là, normalement, rien de nouveau, et de s'appuyer sur l'ensemble des forces de l'entreprise pour trouver des bonnes idées, parce que rester en vase clos dans une équipe projet, finalement, ça aidait pas forcément à faciliter les transformations. Donc, on a essayé de prendre le meilleur du conseil d'où on venait, le meilleur du marketing et de la communication qui a l'habitude de mettre le client au centre. Nous, on s'est dit, ça sera le collaborateur. Et de saupoudrer tout ça avec des techniques basées sur l'intelligence collective, qui est un petit peu notre credo. Et on a mis tout ça dans un shaker et ça a donné Kixi. Donc voilà, Kixi aujourd'hui, c'est une équipe de 20 Kixi Makers, plus 8 indépendants avec lesquels on travaille régulièrement. Et puis, on a dû réaliser depuis 2 ans une centaine de missions auprès de 40 clients. Clients qui sont tous secteurs d'activité confondus, parce qu'on n'est pas sectorisé pour le coup, mais avec des tailles vraiment différentes. Ça va de la petite entreprise de 20-30 personnes jusqu'aux entreprises du CAC 40. Voilà. Et effectivement, notre credo étant le collaborateur, son engagement, son expérience, on va en parler aujourd'hui au travers de 2 moments clés, l'onboarding et la mobilité. Ouais, je suis vraiment content de mettre un peu, en avant Kixi aujourd'hui. Alors nous, on dit qu'on est on zeste les organisations. Vous êtes les Kixi Makers. Alors c'est quoi les Kixi Makers? Alors qu'est-ce que ça veut dire Kixi? Enfin voilà, raconte-nous, décode-nous un peu. Alors c'est vrai qu'on a souvent la question autour de notre nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous cherchez sur Google, vous verrez que c'est la Saint-Valentin en chinois. Mais c'est pas pour ça qu'on a choisi ce nom, même si on trouve que la fête de l'amour, c'est quand même sympa. On aurait pu tomber sur quelque chose de plus bizarre. Mais non, en fait, on s'est dit que effectivement l'intelligence collective était au centre de nos préoccupations et de nos approches mission. Et du coup, on a voulu formaliser ça au travers d'une petite formule mathématique. Donc, c'est le QI fois les individus. Donc, si on prend l'intelligence de chacun et qu'on met tout ça ensemble, normalement, on fait des beaux projets. Et les Kixi Makers, c'est tous nos consultants, c'est notre équipe, c'est voilà, nos neurones, nos idées, nos créations qui font que on mène à bien nos projets chez nos clients. C'est top, top. Merci pour ça. Et en fait, ce qui a déclenché le choix de la thématique, parce qu'on aurait pu parler de plein de choses et on aura certainement l'occasion d'aborder d'autres sujets ensemble. Surtout que depuis quelques semaines, vous êtes client maintenant de Zest. Donc, j'espère qu'on pourra justement faire un témoignage de vos usages. Mais là aujourd'hui, c'est plutôt l'expertise auquel qu'on a appelé sur scène, on va dire. Et c'est vrai que quand j'ai lu où j'ai découvert votre livre blanc sur l'onboarding, je dis ils sont gonflés, ils y vont pas par le dos de la cuillère, comme on dit, et j'avais trouvé ça plutôt effectivement checker et plutôt sympa. Et voilà, tu peux juste nous en dire 2 mots et partager le lien pour que les personnes qui sont ici puissent le télécharger. Alors effectivement, c'est notre tout premier livre blanc, parce qu'en 2 ans, on avait pas mal de choses à construire avant de lancer des études, mais on est super content parce que c'est parti d'abord d'une enquête qu'on a envoyée à l'ensemble de nos prospects, clients, contacts, etc. Il y a plus de 250 entreprises qui ont répondu, et sur la base de ces résultats et de nos retours d'expérience, on a voulu synthétiser ça en quelques convictions clés sur l'onboarding. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir l'onboarding par le prisme plutôt du collaborateur et de son ressenti. Là, on s'est dit, il y a quand même pas mal d'études qui existent sur le sujet, qui le regardent, ce sujet de cette façon. Et nous, on veut faire un petit peu différemment. Donc, on l'a regardé sous le prisme de la performance de l'entreprise. Comment tous les efforts qu'on met dans ce processus peuvent aussi avoir une sorte de retour sur investissement pour l'entreprise. Et effectivement, on a voulu que ce soit un petit peu, que ça bouscule un peu les a priori, les convictions de chacun.
Voilà. Et on va C'est réussi. non, non, mais enfin, si, enfin, moi j'ai trouvé des choses courageuses même, tu vois, Voilà. qu'on n'entend pas toujours et qui pourtant sont bonnes à dire, on va dire. Donc, non, non, et ça va être justement l'un des sujets. Pour un peu planter le décor sur justement notre sujet d'aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler effectivement d'expérience collaborateur et, écoute, je te propose de commencer à nous expliquer comment tu définis expérience collaborateur, onboarding et mobilité, juste pour planter le décor rapidement. Ouais. L'expérience collaborateur, je pense que ça parle à la majorité d'entre vous. C'est quelque chose qui est né dans l'entreprise en regard et en symétrie avec l'expérience client qu'on connaît tous. C'est-à-dire quand on va dans un magasin, quand on utilise un service ou quand on est même sur Internet à faire ses achats, on veut que ce soit le plus fluide possible pour que on se pose le moins de questions. Et l'entreprise qui vend souhaite aussi que ça se passe le mieux possible à tous les moments clés de cette expérience pour engager le client. Engager le client, ça veut dire le fidéliser. Si on fait ce parallèle, une sorte de miroir avec le monde de l'entreprise et des ressources humaines, on peut se dire qu'effectivement, l'intérêt, c'est pour le collaborateur que son parcours au sein de l'entreprise soit le plus fluide possible. Et donc, on a des notions de service, finalement, auprès du collaborateur, de satisfaction, ça tu pourras en parler nettement tout à l'heure, David, et de se dire comment je fais en sorte que à tous ces moments clés, je génère finalement de l'adhésion et de l'engagement de la part du salarié pour que lui se sente bien au sein de mon entreprise et que moi aussi, je lui donne toutes les conditions possibles pour qu'il soit le plus performant et efficace possible, parce que c'est quand même ça l'idée. Donc, l'expérience juste pour compléter, enfin sur la définition de l'expérience, je compléterai par dire que c'est en fait une espèce alors d'équation ou d'alchimie, parce qu'il y a des choses un peu qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on maîtrise pas, qui doit permettre de répondre au mieux, au maximum, on va dire, à trois questions basiques vues du collaborateur. Est-ce que je suis bien dans mon travail au sens du bien-être? Est-ce que je fais bien les choses? Donc, est-ce que je suis performant? Est-ce que j'ai les outils pour bien les exécuter? Et puis, est-ce que je me développe? Parce qu'il y a cette notion de développement personnel. On n'est pas dans un statu quo sur la durée. On veut se projeter dans le futur. Et donc, l'expérience collaborateur doit permettre de ticker, on va dire, les cases sur ces trois objectifs. Et bien entendu, les bénéfices sont pour le collaborateur, satisfaction collaborateur, qui va générer de la satisfaction client, engagement, qui va générer de la performance et de la fidélité, et puis employabilité pour lui, qui va le rassurer, qui va le rendre aussi plus serein sur son futur, et qui va aussi favoriser la réputation de l'employeur. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser sur deux étapes qu'on considère comme clés, onboarding et mobilité. Est-ce que tu peux juste nous repréciser un petit peu ce que c'est pour tout le monde? Oui. Alors l'onboarding, de manière très naturelle, ce qu'on entend par là, c'est l'intégration d'un collaborateur. C'est comment je fais en sorte que il se sente bien, qu'il se sente attendu et qu'il ait toutes les clés pour naviguer entre guillemets dans l'entreprise. Ça veut dire que on doit lui donner les moyens de prendre connaissance de son environnement, des personnes avec qui il va interagir, etc. Dans une volonté de lui faciliter la vie et d'accélérer finalement sa prise de poste pour qu'il soit le plus efficace possible et, comme tu l'as dit, qu'il se sente satisfait aussi de ce qu'il vit dans l'entreprise. Ça, c'est la partie onboarding qu'on place le plus souvent comme le moment où le collaborateur rentre dans l'entreprise. On verra tout à l'heure que moi, je considère qu'il y a d'autres choses derrière ça. Et puis ensuite, il y a un autre moment effectivement important pour le collaborateur, c'est la mobilité, qu'elle soit géographique, qu'on change finalement de région, de pays, etc., qu'elle soit fonctionnelle, qu'on change de service, de typologie de métier, ou qu'on change tout simplement de statut ou de niveau hiérarchique parce qu'on a une promotion, on change aussi finalement de poste et d'environnement. Et là, on a une évolution au sein de l'entreprise, que ce soit la même entité juridique ou une filiale, etc. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui fait que mon parcours, il est un petit peu bousculé. Et c'est là aussi que c'est important de ne pas perdre de vue que la personne doit être accompagnée et qu'on doit s'occuper un petit peu de cette transition.
En fait, c'est pas un process comme je l'ai fait là. C'est presque plus qu'un escalier en fait où ces étapes d'arrivée ou de mobilité, eh bien, sont des marches qu'on veut gravir par rapport à un parcours tout simplement. Ouais. Donc, et pourquoi c'est si important de s'intéresser à ces deux étapes, on va dire, ou ces deux, voilà, de la chaîne de cette expérience collaborateur, Julie? Alors, pour moi, mon point de vue, c'est que effectivement, en fait, déjà par rapport à comment dire, à l'onboarding, on a mis beaucoup d'énergie et d'efforts dans les entreprises pour avant d'onboarder quelqu'un, de l'attirer. Donc, on a beaucoup parlé ces dernières années de marque employeur, ça a été complètement la mode, ou en tout cas la priorité numéro 1 des entreprises pour attirer le plus de talents possible. Et donc, je trouve que ça a été d'ailleurs plutôt bien fait, chacun avec ses moyens en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Mais on a fait beaucoup d'efforts sur mettre en valeur l'entreprise, décrire une promesse, voire mettre plein de paillettes autour pour donner envie de rentrer dans le process de recrutement et dans l'entreprise. Moi, je pense qu'une fois que ce choix a été fait par le collaborateur, l'idée, c'est de le rassurer sur le fait qu'on va tenir notre promesse. Donc, il faut surtout que l'énergie qu'on a mis dans ce process d'attractivité ne soit pas perdue parce que le reste du parcours n'est pas forcément bien peaufiné comme on a pu le faire en amont. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est de rassurer la personne. Que ce soit l'onboarding où la personne est nouvelle dans l'entreprise, elle se rassure sur son choix, se dit ce qu'on m'a décrit, c'est fidèle à la promesse et j'ai bien fait de choisir cette entreprise. Ou sur la mobilité, c'est pareil, j'ai bien fait de changer. Soit on m'a incité à changer en me proposant un nouveau poste, ça m'a plu et j'ai bien fait d'accepter. Soit c'est moi qui suis allée chercher ce nouveau poste et j'ai bien fait de ne pas rester dans ma zone de confort parce que je ne suis pas déçue parce que je trouve concrètement quand je fais cette prise de poste. Donc pour moi, ça c'est le premier sujet. Ensuite, il y a de fait intégrer la personne, que ce soit sur des notions de culture, d'entreprise, mais aussi au sein d'une nouvelle équipe. Donc, comment je fais en sorte que la personne se sente à l'aise et se sente bien, qu'elle connaisse les codes, qu'elle sache interagir avec les parties prenantes qui sont utiles dans son quotidien, et de se dire aussi pourquoi pas, si elle change d'endroit, qu'elle s'habitue aussi à ses lieux de travail. Alors, en ce moment, le lieu de travail, c'est plutôt la maison. Mais en tout cas, pour ceux qui vont aussi en entreprise, on s'habitue à naviguer et à se repérer dans les lieux aussi de ce nouveau poste. Pour ça, l'enjeu de l'entreprise, c'est de donner les moyens aux collaborateurs de faire son job. Et pour ça, il faut qu'il ait des outils, j'en sais rien, on parle du matériel quand on arrive, mais c'est hyper important, l'ordinateur, le téléphone s'il y a besoin, etc. Qu'on lui donne tous les codes d'interaction avec les personnes, qu'on puisse anticiper ces questions et donc faciliter, on va dire, les réponses. Et puis, de faire la checklist de tout ce qu'il a besoin pour faire son travail au quotidien. Et in fine, l'objectif, c'est d'accélérer sa prise de poste en se disant, il sait ce qu'on attend de lui ou d'elle. La personne sait où elle va et elle sait comment faire ce qu'on attend d'elle. Et donc, normalement, elle est sereine si toutes ces cases sont cochées. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les enjeux principaux à la fois d'une mobilité ou d'une nouvelle embauche quelque part. Et t'as tout à fait raison sur les enjeux. Il y a bien, on va dire, un double enjeu. Il y a un enjeu individuel de la personne qui fait ces mouvements, on va dire ça, d'arrivée ou de mobilité. Et l'un des enjeux qu'il faut bien en comprendre si on est en mode empathie, c'est un peu un des points clés, c'est qu'il y a un stress énorme. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité qui ne génère pas un stress. C'est pas forcément que c'est subi ou que c'est négatif, hein, c'est pas forcément des mobilités subies, mais même si on est super content d'avoir signé chez Kixi ou chez Zest, eh bien quand on va arriver chez Kixi et chez Zest, on va avoir un niveau de stress qui est particulièrement et une sensibilité à des signaux qui va être particulièrement importante. Et l'autre élément, c'est pour l'entreprise, c'est ce souci, ce besoin de faire en sorte que la personne fasse ses preuves et soit en mode succès le plus rapidement possible et le mieux possible, puisqu'il y a eu une décision qui était une décision
rationnelle, on va dire ça comme ça, pas imposée, de dire on fait confiance à Julie, on fait confiance à David pour faire ce job, ou etc. Donc, et il y a bien la démonstration de la performance qui va faire la performance de la boîte au final. Hein. Donc, c'est pas des petits enjeux qui sont dedans. Si si on se dit, allez, c'est quoi un peu les quelques idées reçues, voire des fausses bonnes idées que toi tu as pu, voilà, vous avez pu constater et notamment promouvoir, si on peut dire ça comme ça, partager au travers du livre blanc. Ouais, alors il y en a beaucoup, mais comme tu m'avais dit de faire un seul slide, je me suis restreinte. Et puis, il faut quand même télécharger le livre blanc pour le lire quand même. Alors, sur l'onboarding, on se dit souvent que c'est pour les salariés. Donc, OK, c'est vrai que les salariés, c'est la force vive de l'entreprise. La réalité, c'est que quand on réfléchit à qui peut être concerné par une intégration aux petits oignons, ben finalement, on se rend compte que la population concernée peut être beaucoup plus large. Donc maintenant, les entreprises viennent petit à petit à faire des process d'onboarding aussi pour leurs stagiaires alternants, voire pour leurs intérimaires, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui, entre guillemets, utilisent beaucoup d'intérimaires et souvent sur de la durée. Donc finalement, les intérimaires, ils ont ce statut-là, mais ils sont presque autant salariés que les autres. On a des attentes vis-à-vis d'eux, hein, c'est-à-dire qu'il y a un job à faire. Enfin, c'est sûr. Et puis alors pour le coup, comme c'est pas facile non plus de prendre des missions entre guillemets au pied levé, on a tout intérêt à les intégrer presque même plus que les autres parce qu'ils ont moins de temps. Donc voilà, donc ça c'est la première idée reçue un petit peu. On se dit c'est surtout pour nos salariés et pas forcément pour les personnes externes, voire comme nous les prestataires. Quand on est prestataire, c'est vrai que selon la typologie de projet qu'on a à gérer avec le client, c'est intéressant de pouvoir bénéficier d'une partie de leur process d'onboarding pour être tout de suite dans le bain et comprendre que là où est-ce qu'on travaille avec eux, etc. Ensuite, on se dit souvent que l'onboarding commence au moment où la personne prend son poste, donc le jour J. Moi, ça, je me bats férocement là-dessus et je pense que les mentalités sont en train de changer. Mais alors, plutôt dans un monde de cadres, de personnes qui ont des préavis, entre guillemets, à faire avant d'avoir ce nouveau poste, c'est vrai qu'il y a une période assez longue parfois, de plusieurs semaines, voire jusqu'à 3 mois, où on a signé le contrat, on s'est tapé dans la main, on s'est dit super, on se revoit bientôt, etc. Et entre ce moment-là et le moment où la personne arrive vraiment dans l'entreprise, il se passe souvent rien. Alors c'est vraiment dommage parce que la personne elle a le temps de se poser 1 milliard de questions. Il peut se passer plein d'événements entre-temps qui la font douter, etc. Et si elle n'a pas de contact régulier avec l'entreprise, potentiellement elle peut ne pas se présenter lors de son premier jour, voire ça peut lui donner une impression un petit peu de ok, maintenant ils ont signé le contrat mais ils s'occupent déjà plus de moi, c'est dommage, je suis même pas encore arrivée. Donc, je crois beaucoup au pré-boarding. Donc, c'est la période avant l'entrée dans l'entreprise qu'il faut aussi travailler. Et en regard de la mobilité, c'est vrai que même quand on sait qu'on va prendre un nouveau poste dans la même entreprise dans X mois, c'est bien de le préparer avant qu'on arrive. Alors, il y en a un qui est intéressant, je trouve, qui est assez fort. C'est l'idée reçue de dire c'est la DRH, c'est le boulot de la RH de s'occuper du onboarding et quelque part de la mobilité certainement. Mais voilà, je pense que ça c'est intéressant. Si tu devais nous parler de ça. Effectivement, alors je fais exprès de dire ça parce que c'est un peu provocateur, mais la DRH, elle a tout son rôle à jouer de initiateur, de facilitateur, voire parfois de coordinateur, et il faut qu'elle soit là. Je dis pas que ce n'est pas pour du tout la DRH. Par contre, ceux qui ont essayé de mettre en place des process d'onboarding pourront témoigner. Ça ne fonctionne que si l'équipe accueillante, elle est aussi sensibilisée au sujet, qu'elle comprend les enjeux que revêt l'onboarding et qu'elle s'implique dans le process. Parce que la DRH, elle est très légitime pour faire un process d'onboarding culturel, ce qu'on va appeler en anglais induction. Très bien, on va donner les clés de qui est l'entreprise, son histoire, les piliers culturels, etc. Mais elle ne pourra pas faire le job à la place des managers de comment est mon équipe, comment je travaille au quotidien, comment je fonctionne avec les uns et les autres, etc. Donc, à un moment, le collaborateur, il attend aussi que son manager soit impliqué dans le process.
Alors c'est un peu symétrique parce que sur la mobilité, tu dis attention, c'est pas que l'équipe accueillante, quoi. Bah oui, c'est ça aussi. Souvent, pour la mobilité, on pense le contraire. On se dit, bon, bah d'accord, il va changer d'équipe, il est déjà dans notre entreprise. Il connaît tous les codes, etc. Donc, bah, j'attends que le manager ou l'équipe accueillante fasse le job de prendre contact avec lui ou elle, etc. C'est vrai, c'est important, mais là aussi, je pense que la RH a son rôle à jouer, de se dire bah, comment je peux, moi, fournir des moyens pour faciliter cette transition. On parlait tout à l'heure de mobilité géographique. Il y a des entreprises qui sont assez avancées sur le sujet, qui, en fonction du lieu de vie futur de la personne, bah, accompagnent beaucoup ce process de déménagement, installation, prise de repères, etc. Et c'est des petits plus qui font que ben, c'est fou comme votre vie, elle est facilitée. Donc après, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Et justement sur alors comment on fait du coup, t'as commencé à donner un petit peu des choses. Et clairement, moi je le dis en tant qu'éditeur de logiciels, ce n'est pas une question d'outils de réussir. Il faut avoir le bon outil par contre. C'est-à-dire que clairement vous allez avoir un souci si vous n'avez pas les bons outils, mais c'est surtout l'approche que vous avez. Et des éléments qu'on va discuter maintenant, c'est effectivement comment on peut mieux faire pour onboarder et mobilité. Et un des messages clés que je voulais passer dans cette transition, c'est de dire sur la partie outils, et on va le voir, c'est pas qu'une question de procédurer les choses, de balancer les to-do list automatiques aux collaborateurs. Quelque part, vous allez leur donner effectivement des choses à faire, c'est bien, mais vous allez leur donner encore un peu plus de stress quelque part et de focalisation sur des activités. Il faut vraiment, comme tu l'as dit, responsabiliser un écosystème, créer une mise en scène, une articulation qui est beaucoup plus globale, qui n'est pas que le collaborateur qui doit avoir un peu sa super mission à réaliser. Et ça, c'est un des éléments de l'approche. Tu vas nous dire un petit peu quelles sont un peu, toi, tes bonnes pratiques, alors bien sûr, il y en a plein, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais voilà, quels sont un peu les mots-clés sur la bonne approche qui peut aider nos auditeurs. Alors, le premier, pour moi, est très important. C'est important de personnaliser l'onboarding ou l'accompagnement lors d'une mobilité en fonction des personnes concernées. Alors, peut-être pas descendre jusqu'à l'individu parce que ça devient compliqué dans les grandes entreprises, mais en tout cas de se dire, j'ai un petit peu des typologies de population. Peut-être que j'onboard pas pareil mes stagiaires que mes CDI. J'onboard peut-être pas pareil mes cadres dirigeants versus des personnes plus opérationnelles, etc. Et en fonction de ça et des objectifs que je me fixe, bah, comment je peux adapter mon parcours. Bien sûr, il peut y avoir un socle, un tronc commun, surtout culturel, propre à l'entreprise, etc., qui est diffusé pour l'ensemble des onboardés ou des gens qui sont en mobilité. Par contre, bah, c'est vrai que sur la typologie de fonction ou de salarié, c'est intéressant de pouvoir dire qu'est-ce que je fais de spécifique pour eux qui sera plus efficace parce que ce sont eux et pas d'autres personnes. Et quand on parle de personnaliser, alors on se dit c'est bien gentil, mais ça commence à être compliqué d'avoir plusieurs typologies de parcours. Mais c'est là que des logiciels, notamment Zest, peuvent avoir tout leur sens pour piloter, suivre, animer et faire en sorte que la gestion, on va dire, en back-office de ces parcours ne soit pas trop pénible. Ensuite, un qui me tient à cœur, c'est co-construire. Je disais tout à l'heure, c'est pas juste l'affaire de la DRH, donc il faut mettre toutes les parties prenantes autour de la table, les managers concernés, les membres du COMEX ou du CODIR, parce que avoir un sponsorship assez fort et un engagement de la direction dans ces processus, ça a un impact très significatif sur les collaborateurs. Et puis réfléchir à qui fait quoi à quel moment, qui initie le process, qui coordonne, qui met en musique. Et ça, je pense que chacun a son rôle à jouer. En termes de timing, on en a parlé. Il faut se dire quand est-ce que ça commence et pour moi, franchement, le plus tôt possible. Et quand est-ce que ça finit? Ça finit peut-être pas une semaine après que la personne soit arrivée parce que dans certains contextes, une semaine, c'est pas assez. Moi, j'ai connu des entreprises qui font des onboarding sur plusieurs mois, voire sur 2 années, quand le job le nécessite. Et je trouve que quand on peut se donner ces moyens-là, c'est vraiment hyper efficace et ça a un impact bien plus fort sur l'intégration de la personne.
Et ensuite, les outils sont utiles aussi pour animer ce processus et ces parcours et mesurer les résultats, parce que c'est bien beau de mettre tout ça en place, mais si on ne mesure pas les résultats, c'est difficile de savoir où améliorer les choses, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça, je pense que il y a des outils qui sont très utiles sur le marché pour avoir des petites métriques, et tu vas nous en parler certainement. Oui, et alors je reviens, n'hésitez pas à poser des questions à Julie par rapport à ses retours d'expérience ou ce qu'elle a pu, voilà, n'hésitez pas. Vraiment, profitez-en. La partie un peu interactive est aussi là pour vous aider. Voilà, vous avez la possibilité d'en profiter. Sur effectivement par rapport à notre retour d'expérience, en fait, le message fort que je passe déjà depuis quelques années, mais que j'ai envie de repasser là aujourd'hui, c'est vous êtes à la RH. Si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à ce sujet. Vous n'êtes pas forcément que de la RH. Mais en tout cas, vous avez les uns et les autres la possibilité de devenir quelque part des designers d'expérience collaborateur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est un peu des metteurs en scène. C'est-à-dire que il faut adapter au public, comme tu l'as très bien évoqué. Il faut pouvoir jouer sur plusieurs paramètres, plusieurs dimensions, plusieurs ingrédients. Faire ça sur la durée, donc un peu mettre en scène, entre guillemets, la dynamique et atteindre un objectif. Voilà, et qui est la satisfaction du collaborateur et sa performance. Donc là, on voit sur ce schéma, effectivement, deux choses qui me semblent importantes. C'est ce côté chronologique qu'on a vu de mise en scène, une espèce de partition qui va se mettre en scène. Alors, comme tu disais, peut-être que ça va durer qu'un mois pour des postes peut-être où il y a un turnover très important et il faut être très efficace très très vite. Et puis d'autres où on s'inscrit sur la durée, ça peut être plus long. On va avoir des situations et des outils qui soient des outils digitaux, mais aussi des outils de conversation, des moments de conversation ou des checklists, des kits, des guides, des auto-formations qui vont équiper, qui vont aider ça. Et vous pouvez effectivement mettre ça en scène. Avec Zest comme outil, vous allez avoir effectivement dans une seule plateforme pour toutes les équipes, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et je sais que ça vous tient à cœur aussi chez Kixi. En gros, la qualité de l'expérience collaborateur n'est pas réservée à l'élite. Elle doit aussi servir l'ensemble des collaborateurs et en particulier ceux qui sont sous-équipés entre guillemets ou parce qu'il y a des contraintes fortes aujourd'hui et bien sûr de l'expérience notamment digitale. Et vous allez avec Zest pouvoir faire des choses finalement qui sont deux ordres et qui mettent vraiment le manager au centre de ce design. C'est-à-dire que je pense que votre acteur principal quelque part de l'intégration après le collaborateur, c'est le manager. C'est-à-dire que c'est celui qui va personnaliser la relation, qui va savoir s'adapter en fonction des situations et des orientations qui seront à prendre. Et donc il faut vraiment dans votre design, dans votre conception, mise en scène, servir le manager avec des outils, des rituels, des checklists. Et ça, bien entendu, l'outil va vous permettre de déployer ça à grande échelle. Alors, c'est bien sûr les entretiens annuels, les entretiens professionnels qui sont un peu la colonne vertébrale un peu obligatoire, mais c'est aussi des points plus réguliers. Ça peut être un point un peu spécifique avec le collaborateur quand il arrive dans l'entreprise, quand il finit sa période d'essai, par exemple. Donc ça, vous pouvez l'automatiser, le systématiser. C'est de bonne gestion, on va dire, pour plein de raisons. Et puis l'autre chose, c'est que l'outil ou la mise en scène, grâce à l'outil, va vous permettre de d'étendre le sujet à des choses qui vont être sur la mesure des ressentis. Voilà, on est comme sur les clients, c'est du subjectif, la perception de l'image, du produit, de la satisfaction. Donc il faut pouvoir la mesurer et créer cette dynamique d'amélioration continue qui sera participative, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et l'autre élément, plutôt en bas, c'est de pouvoir avoir une collaboration étendue. Ce n'est pas que le manager qui, avec ses petits bras déjà bien chargés, va devoir tout faire. Et donc, c'est de pouvoir impliquer des mentors, des buddies. Enfin, je pense que tu as ce genre de bonnes pratiques aussi de ton côté, de mettre en place d'autres personnes, d'interagir avec d'autres personnes. Oui, tout à fait. Déjà, on le fait chez nous, chez Kixi, mais c'est vrai que souvent, c'est des recommandations qu'on fait auprès de nos clients. Après, ça dépend du niveau de maturité des personnes vis-à-vis de l'onboarding, parce qu'on se rend compte que selon les personnes, le rôle de référent, de buddy, de parrain n'est pas
pris de la même façon. Il y en a qui s'investissent énormément parce qu'ils y croient à fond et qu'ils ont compris pourquoi c'était important, etc. Et puis d'autres qui font juste suivre la checklist. Et du coup, ça manque un petit peu d'émotion et d'âme, entre guillemets. Ouais. Donc, soit on peut faire le choix de se dire, j'ai une sorte de communauté d'onboarders et donc je confie ce rôle à ces personnes parce que je sais qu'elles sont motivées, qu'elles vont bien le faire. Soit j'essaye de faire prendre conscience, de sensibiliser ces personnes-là à pourquoi c'est important et de les faire grandir un petit peu au fur et à mesure pour leur confier ensuite ce rôle. Ouais. C'est un très bon point. Enfin, je pense qu'il faut être volontaire. Enfin, je pense que déjà, il faut avoir envie d'être un onboarder ou mentor ou buddy. C'est la base, quoi. Et effectivement, de pas le positionner comme un rôle d'efficacité, qui va être plutôt le rôle du manager, hein, entre guillemets, mais plutôt dans un rôle, justement, d'émotion, de confiance, de décryptage, de décodage, d'appui, tout simplement, et de camaraderie presque, j'ai envie de dire, dans ces moments où on est un peu seul, parce que c'est des gens qu'on connaît pas, en particulier encore bien. Donc voilà, ça, vas-y. On a une question en fait dans le chat, c'est pour ça, c'est dans la rubrique question, je l'avais pas vu tout de suite. C'est Claire qui demande comment décliner le principe d'onboarding pour des externes, consultants ou freelance. Et effectivement, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que déjà vous les considérez comme des personnes, presque comme des salariés, en tout cas aussi importantes. Souvent, les entreprises effectivement font appel à des prestataires parce que soit ils manquent de ressources, soit ils n'ont pas les typologies de compétences requises. Et c'est vrai qu'on voit que si on les considère un peu comme des salariés, c'est-à-dire ils ont le droit d'avoir accès à des outils qu'utilisent nos salariés, je sais pas, des Teams, des SharePoint, etc. Pour faciliter l'échange d'informations, de documents, déjà c'est déjà un grand pas. Et puis te poser la question, de quoi ont-ils besoin pour nous comprendre et du coup nous délivrer une prestation, un conseil bien plus adapté à nous et pas quelque chose de copier-coller qu'ils auraient fait ailleurs. Et ça, je pense qu'il y a une partie un peu pilier culturel comme tout salarié et vous pouvez mettre en place des choses très simples, des infographies, des one-pagers, etc., des entretiens avec des personnes pour décrire un peu l'entreprise. Et puis ensuite, les outils propres à la typologie de prestations qu'ils font, j'en sais rien, s'ils sont plutôt dans le modèle informatique, etc., où est-ce qu'ils trouvent leurs outils, comment ils font pour avoir le matériel, etc. Et tout ça, en fait, il faut se poser la question de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que je dois leur donner pour qu'ils aillent le plus vite possible dans leur prise de poste. Moi, j'ai un client qui a beaucoup de prestataires dans son équipe. Alors, ils ont l'outil Teams, je ne fais pas de pub particulièrement, mais en tout cas, la suite Microsoft, mais ils ont dédié un Teams, une page d'accueil pour tous les nouveaux prestataires. Et du coup, dès qu'on a une question, on va sur la page et effectivement, on trouve tout. Qui fait quoi, qui est responsable de quoi, tiens, l'outil là, comment je fais pour me loguer, etc. À qui je demande ça si j'ai telle question. C'est hyper pratique. Et c'est vrai que c'est la première fois que je le voyais, mais c'est très, très utile. Mais c'est cette empathie qu'on évoquait, c'est-à-dire de quoi il a besoin ce consultant ou elle a besoin cette consultante ou cet intérimaire ou autre chose. Et bien entendu, l'idée n'est pas de lui entre guillemets bourrer le cerveau avec des choses qui sont. Il faut être sur du lean vraiment. C'est frugal. Quels sont les éléments essentiels qui sont importants? Et c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté depuis du télétravail assez développé et durable, bien entendu, avec des la grande majorité ne font pas du télétravail. C'est encore, je parle des gens qui sont dans les entrepôts, dans les magasins, etc. Mais c'est justement la notion de formalisation. De pouvoir consommer des choses parce qu'on ne peut pas les savoir, voire les demander puisqu'on est à distance quelque part. Et donc, c'est des éléments essentiels. On a vu un intérêt et un ROI des éléments qui sont formalisés par rapport à ces situations justement de distanciation qui rend ces contenus encore plus consommés que écoute, je vais en parler à la machine à café, il est à côté de moi, etc. Et je vais jamais regarder l'intranet, quoi, en gros. Donc là, il y a une plus grande importance. Par contre, attention, il faut que ça soit efficace. Voilà, il faut vraiment et ce que tu disais sur la co-conception est vraiment important. Il faut que si c'est trop long, trop verbeux, s'il manque des choses essentielles, faut pas hésiter à casser et à demander même à des intégrés, entre guillemets, ou à le créer eux-mêmes et puis de l'améliorer peut-être après.
En fait, c'est ce que j'allais dire, David, c'est la co-construction, ça se fait avec les équipes qui portent l'onboarding ou la mobilité, mais c'est aussi avec les personnes qui ont vécu ça. Il y a peu d'entreprises qui vont demander quelques mois après, bah tiens, comment tu as vécu cette période d'intégration ou ton nouveau poste, ta prise de poste, comment ça s'est passé? Et en fait, c'est hyper riche les retours qu'on peut avoir lors de ces surveys. Et ça, je pense que c'est super intéressant de bénéficier de leur retour pour ajuster en continu. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je pousse, c'est il faut essayer plein de choses. On est plutôt en mode test and learn. Donc, essayons des choses. On n'est pas obligé de viser tout de suite le sommet de la montagne en se disant qu'on va avoir des process parfaits, etc. Mais on essaye des petites choses. On voit si ça a de la valeur. Si ça n'en a pas, hop, on jette, on passe à autre chose. Et si ce qui marche bien, au contraire, on le renforce et on sait que ça fait partie des fondamentaux. Et c'est vrai que pour être beaucoup dans un environnement de start-up depuis quelque temps, c'est assez impressionnant de voir ce que font les start-up qui sont pas très nombreuses, hein, enfin en termes d'effectifs, si on sur des effectifs assez courts, sur ces processus de onboarding et sur cette capitalisation justement de la transmission. Je pense que c'est des bons benchmarks. Et si vous êtes des plus grosses organisations, eh bien c'est peut-être intéressant de s'inspirer d'elles pour voir cette agilité en fait dans le fait de faire rapidement des choses, et le mieux est parfois l'ennemi du bien par rapport à ce genre de dispositif. Donc voilà, ça c'est merci pour cette question Claire sur finalement le onboarding des externes qui nous a amené à finalement nous poser la question de quel est le besoin de chaque population qu'on veut onboarder ou gérer en mobilité, et cette nécessité, je pense, on peut le dire comme ça, de co-construire et de faire de la personnalisation grâce à ça aussi, et de l'efficacité. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que on a encore un petit peu de temps, on a encore 5 minutes. J'en profite pour passer un ou deux messages en attendant des questions supplémentaires. C'est que, comme tu l'as évoqué, Julie, tout à l'heure, en fait, si on prend un peu du recul sur le metteur en scène, c'est pas une pièce figée, c'est une pièce qui va vivre, il va y avoir cette amélioration continue. Et comme tu l'as dit, il faut mesurer, piloter. On a vu qu'il y avait on l'a évoqué un peu, différents moyens de mesurer. Il y a des sondages, il y a des pulses. Chez Zest, il y a aussi l'humeur, qui est à la disposition n'importe quand. Quand vous avez, par exemple, cette situation de stress d'un collaborateur onboardé qui met une humeur basse, alors que le sondage de onboarding est dans 3 mois ou 1 mois, et ben c'est important, et ça va aider le manager peut-être à dire tiens, il faut que je parle à David parce qu'il est peut-être un peu paumé là dans les outils, il n'arrive pas à trouver le contenu qui va lui être utile. Donc ça, c'est typiquement des choses qui vont aider à alimenter cette collaboration, et puis bien entendu avec cette collaboration partager aussi des merci et des bravos. Et dans l'expérience collaborateur, nouvelle intégrée et puis autre chose, dire ah ouais bravo pour ta première réunion que tu as animée, bravo pour ça, c'est des choses qui sont bien entendu qui vont concourir à l'état psychologique de satisfaction, hein, de cette expérience de reconnaissance, qui vont concourir à mieux être dans l'intégration, et donc à mieux faire. Voilà, je regarde si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sur les pratiques un petit peu différentes. Sur la partie, je continue peut-être en attendant que vous ayez vos questions. N'hésitez pas à challenger et à partager même vos pratiques, hein, si vous le souhaitez, c'est un bon moyen. Dans Zest, et on en parlait avec Julie, le manager a un rôle important. Et quelque part, le ressenti, parce que les rituels de management doivent commencer dès l'intégration d'un collaborateur. Les one-to-one, par exemple, qui sont une pratique que l'on fait de plus en plus, eh bien entendu, le nouvel intégré, il va bénéficier de ces one-to-one. Et dans les one-to-one, ce qui est bon pour les collaborateurs en général, et particulièrement bon pour les intégrés, il faut poser des questions sur, par exemple, la perception psychologique de la situation. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es satisfait d'aller au travail le matin? Il faut monitorer ça tout au long de ce dispositif et l'intégrer dans les rituels de management. Voilà, ça c'est un des points qui est important et qui va vous aider à déployer à grande échelle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un peu des bonnes pratiques, ou comment tu vois cette amélioration continue? Ouais, franchement, en tout cas, ça rebondit sur ce qu'on disait juste avant. C'est
ne pas se mettre trop la pression et ne pas vouloir viser trop. Moi, j'ai des clients qui parfois sont très ambitieux au départ, Oui. mais en fait, après, dans l'orchestration de l'accompagnement des mobilités ou de l'onboarding, ben, ça devient compliqué si ils n'avaient pas fait grand-chose avant. Donc, c'est vraiment la recommandation, comme tu disais, dont on peut s'inspirer des startups, c'est commencer petit, des choses qui sont vraiment très impactantes, que vous avez envie de faire, sur lesquelles vous savez que vous avez des équipes qui sont mobilisées et pour lesquelles ça a un impact direct sur le collaborateur. Et puis après, vous enrichirez votre process au fur et à mesure. Mais franchement, au départ, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Et je pense que c'est la clé de la réussite. Et dans les startups, et on parlait de la similarité expérience client, expérience collaborateur, il y a un truc très important qui s'appelle les MVP. Et le MVP, c'est le produit qu'on va lancer pour commencer les choses et pour enclencher effectivement cette courbe de croissance qui va être importante. Eh bien, le M, c'est pas maximum valuable product, c'est minimum valuable product. Donc, c'est vraiment de se dire c'est quoi l'essentiel pour commencer et puis de gérer cette amélioration. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Zest, par exemple, et je suis désolé, je suis obligé d'en parler un peu, c'est qu'avec Zest, franchement, en quelques heures, vous pouvez diffuser un nouveau sondage pour pulser les onboardés. Vous pouvez déployer un nouveau rituel de management avec effectivement ces éléments de prise de connaissance, un peu de l'état d'esprit de vos collaborateurs, et en particulier les onboardés. Alors, je ne dis pas que les managers vont changer en quelques heures, mais ce n'est pas un sujet de logistique qu'il faut prendre et vous pouvez vraiment en bénéficier à grande échelle, y compris sur des populations qui sont non connectées, qui sont sur le terrain. Donc ça, c'est des éléments vraiment dont vous pouvez bénéficier, qui feront la différence très clairement en termes d'impact par rapport à ces expériences et cette expérience collaborateur globalement. En attendant... On a deux questions, David, qui se rejoignent un petit peu. Qui concernent l'onboarding ou les rituels à distance, puisque effectivement aujourd'hui c'est compliqué de se retrouver. Donc c'est très frustrant de ne pas pouvoir se retrouver en physique. Et j'avoue que je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite parce qu'on ne peut pas remplacer ce lien. Donc tant qu'on peut faire en petit comité, nous c'est ce qu'on fait par exemple. En fait, on fait par petits groupes en respectant les gestes barrières, etc. Il faut le faire. Par contre, quelques tips que moi j'ai vu en entreprise. Alors, il y a des choses qui se font par des réunions visio, comme on est en train de le faire maintenant, mais l'entreprise, alors c'est pour des événements particuliers, pour, je sais pas, une date anniversaire, pour le lancement d'un nouveau produit ou je ne sais quoi, mais l'entreprise envoie quelque chose au domicile des personnes et comme ça, finalement, elles partagent quelque chose de physique parce qu'elles ont reçu quelque chose chez elles, mais tout en le partageant de manière virtuelle au travers d'un chat, d'un Zoom, etc. Ça, c'est plutôt sympa et à chaque fois, ça marque les esprits bien plus que juste d'échanger comme ça au travers d'une visio parce qu'il y a quelque chose de matériel, enfin de palpable qu'on peut toucher et mine de rien, c'est hyper important pour nous, êtres humains, de pouvoir matérialiser les choses. Donc ça, c'est une bonne pratique que je vous conseille. Et c'est pas forcément des choses qui coûtent très cher parce qu'on se dit tout de suite, il faut avoir les moyens. Ça peut être une carte postale qu'une équipe envoie à quelqu'un et avec une devinette ou des choses comme ça. Ça peut être un bon pour un déjeuner, se faire commander quelque chose à emporter, à livrer, etc. Et comme ça, on déjeune tous ensemble. Ça peut être, je vais pas faire la promotion d'autres choses, mais en tout cas, il y a plein d'idées pas trop chères, pas trop compliquées à mettre en place qu'on peut véhiculer, mettre en exergue au travers des chats et des Zooms, etc. Tu as raison, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est que la distance n'abolit pas le physique. C'est-à-dire que, entre guillemets, avec la livraison à distance de l'élément physique, de choses physiques, on peut créer ce ressenti physique et le prolonger de manière digitale. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'autre point qui est vraiment important, c'est, en fait, je pense que l'une des caractéristiques essentielles à prendre en compte, et j'en parlerai dans un webinaire que je ferai le 8 avril sur comment manager en télétravail une équipe, et donc c'est un des sujets que j'allais aborder, c'est on est obligé de prévoir les choses ou de faciliter l'expression des choses. Quand vous êtes physiquement dans un open space, par exemple, dans un bureau,
bah, vous voyez les gens, vous allez quelque part, la rencontre est forcée, obligatoire. Et alors j'ai vu des organisations où les gens se parlaient pas, hein, mais en gros, ça va être beaucoup. Ah tiens, il fait la tête, ou tiens, on s'est croisé dans le bureau, ou on est en train d'attendre le début de la réunion dans la même salle. Il va y avoir des conversations, des rencontres qui sont fortuites. Avec la distance, il y a très peu de fortuits. Et donc, il faut vraiment créer ces rituels, cette ritualisation, notamment pour les managers, pour qu'ils aient un peu ce côté sécurité presque de la réalisation, hein, pour qu'ils aient pas cette charge mentale de ah, j'ai pas appelé machin, etc. S'ils ont un rituel de management, par exemple de faire des points réguliers, qui est facilité par Zest, eh ben, ils auront ça qui sera dans leur process, on va dire ça comme ça. Et puis, il faut faciliter l'expression des collaborateurs, créer le lien social, tu disais, en synchrone avec des réunions Zoom, c'est très important, mais pas seulement. C'est un peu l'histoire au fil de l'eau, en asynchrone. Ah, j'ai envie de partager quelque chose, et ben je le fais. Je suis pas obligé d'attendre la réunion. Par exemple, si je partage une photo de mon chat sur mon bureau, par exemple, ben je le fais. Ok, je le fais. Et ou si j'ai une humeur basse, je peux le faire aussi. Donc vraiment important effectivement de prendre en compte cette notion de distance, hein, forcément contrainte, mais bien entendu, il y a des choses comme ça qui sont aussi bonnes pratiques pour les populations qui sont dans vos bureaux. Voilà, il est 20, comme on dit, c'est l'heure. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, et vous avez été assez nombreux à rester jusqu'à maintenant, donc c'est top. Vous avez du contenu qui est à votre disposition dans le blog ZES. Vous avez eu le lien pour télécharger le livre blanc de Kixi sur le sujet du jour, le onboarding. Les prochains webinars, je ferai quelque chose sur le management par objectif, un peu revisité en ce moment avec le monde qui change tous les jours ou presque, et donc la nécessité vraiment de le rendre beaucoup plus agile. Par rapport à si vous êtes intéressé sur le sujet du télétravail, la contrainte que ça impose et les bonnes pratiques, les bons usages pour manager à distance par contrainte et sur la durée, eh bien, je vous invite vraiment à participer au 8 avril et à poser vos questions. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Vous pourrez le revisionner grâce au replay. N'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Zest si vous avez des questions. Et moi aussi, je reste à votre disposition. Voilà. Merci à tous et très belle journée.